Hoje o Eurocomics vai falar sobre uma série da Dargaud que a gente recebeu da Mediatoon, que se chama Uma Aventura de René Stone, de autoria da roteirista Julie Birman e do desenhista Clément Houbrey, da qual temos os 2 primeiros volumes. Os personagens principais dessa saga, a aventureira situada nos anos 1930 e com muitos ingredientes de Indiana Jones, são a famosa escritora René Stone, inspirada em Agatha Christie, e o arqueólogo John Malowan, inspirado no segundo marido de Agatha, Max Mallowan. Na primeira HQ, Assassinato em Abissínia, René e John se conhecem na Etiópia, em Addis Abeba, capital do país, por ocasião do coroamento do imperador Haile Selassie I. É justamente aí que se unem e partem para descobrir o paradeiro do misterioso tesouro de Assurbanipal, o último grande rei da Assíria, enquanto são perseguidos por vários grupos interessados na descoberta. Tá aí uma epopeia eletrizante que começa então na África, passando pela Etiópia, Djibouti, Obok, chegando no volume 2, a Armadilha do Mar Vermelho, a Baku, capital do Azerbaijão. E agora vamos apresentar a conversa que tivemos com o desenhista Clément Houbrey sobre a sensacional série Uma Aventura de René Stone. Bonjour, bonjour Clément Houbrey. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes ici sur Eurocomics avec un dessinateur plus connu au Brésil pour la série Aya de Yopougon, qu'il a réalisé avec la scénariste Marguerite Aboué, mais Clément est aussi le dessinateur de Pablo en collaboration avec Julie Birman, avec qui il produit une aventure de René Stone qui compte déjà 2 tomes publiés, Meurtre en Abyssinie et Les pièges de la mer Rouge. Clément, comment décririez-vous le fait de travailler 2 fois avec la même scénariste? C'est la preuve que l'entente est bonne entre le scénariste et le dessinateur. Ce qu'on a bien aimé, c'est faire quelque chose de très différent de Pablo, parce que Pablo s'inscrit vraiment aussi dans l'histoire de l'art, de raconter la naissance de l'art moderne, et en même temps, c'est pas juste ça, c'est aussi une histoire intime entre Pablo et Fernande. Et donc là, on a voulu changer complètement de registre et partir dans l'aventure, matinée de polar et de référence je vois que ma connexion est un peu instable, de référence aux années 30, à Agatha Christie, et avec des petits clins d'œil du côté de Indiana Jones aussi. Donc on a voulu vraiment changer complètement d'atmosphère et partir dans une fiction, mais avec ce que j'aime beaucoup chez Julie, c'est que c'est jamais gratuit, c'est-à-dire que derrière la fiction et derrière l'aventure, elle veut vraiment raconter quelque chose, elle se documente énormément, et en l'occurrence, elle s'est beaucoup intéressée à la Mésopotamie et à tout ce qui est Assurbanipal. Et donc, on a vraiment voulu en même temps revenir aux origines de la littérature, puisque c'est les premiers écrits de l'humanité. Et en même temps, ce qu'on va voir, mais peut-être qu'on en parlera après, c'est que dans le 3e tome, on va aller vers les débuts de la guerre du pétrole, puisqu'on va aller vers l'Irak et vers les différentes forces européennes et américaines qui s'affrontent déjà au début du siècle dans cette zone. Merci encore une fois, Clément Houbrey. Concernant les continents africains, je sais que vous connaissez très bien celui-ci personnellement, grâce à Aya de Yopougon, qui se déroule en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, l'histoire passe par l'Éthiopie, notamment dans le tome 1, et s'oriente vers Djibouti dans le deuxième tome, si je ne me trompe pas. Toujours en Afrique, et en Extrême-Orient, en passant par Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. C'est ça? Exactement. Comment s'est passé le processus de documentation pour cette série? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là, et des éléments historiques. Il y a énormément d'éléments historiques. Il y a, en fait, là, ce qu'on a aimé, c'est créer une fiction sur la base d'événements réels. Donc, on retrouve le couronnement d'Haïlé Sélassié, donc l'empereur éthiopien.
On retrouve l'histoire du roi Théodoros qui remonte au 19e siècle et qui est une histoire vraie. C'est un roi fou qui tient en otage une cinquantaine d'Anglais sur un rocher et qui exige des excuses de la reine pour les libérer. Et la reine envoie l'armée des Indes pour attaquer ce roi sur un rocher. Donc, c'est des histoires complètement délirantes mais qui sont réelles. Et donc là, on est parti vers Henri de Montfred, qui est un aventurier et un contrebandier français qui vivait à Obock dans les années 30 et qui en même temps était un écrivain, qui était un aquarelliste, qui faisait énormément d'aquarelles de tous les bateaux qu'on appelle les boutres ou les côtres. Je ne sais pas s'il y a un équivalent brésilien, qui sont des bateaux très spécifiques de cette région. Donc, en fait, on va chercher dans plein de directions et c'est toujours ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que Julie, elle commence par lire énormément de choses sur la période et sur la géographie. Et puis, moi, de mon côté, je fais aussi beaucoup de recherches et donc, on essaye de bâtir quelque chose de drôle, de léger, mais qui soit vraiment un rappel de ce que ça a été, qui soit vraiment réaliste par ce côté-là. Concernant la documentation, Clément, il faut vous féliciter pour la récréation dans cette BD de l'église Saint-Georges en Éthiopie, qui est l'une des 11 églises monolithiques qui y existent, bâties dans la pierre sous terre. À ces jours, sait-on comment elles ont été construites exactement? Oui, donc l'église Saint-Georges fait partie d'un ensemble de 11 églises médiévales qui datent à peu près de 1100-1200 et qui ont été creusées dans la pierre. Et donc, c'est pas une construction, c'est vraiment une excavation. On a creusé dans le sol et on a fabriqué ces églises enterrées de telle sorte qu'elles soient très discrètes, qu'elles soient peu décelables. Et elles sont couvertes de peintures sacrées éthiopiennes qui sont vraiment magnifiques. Voilà, donc comme j'ai pas pu me rendre sur place, j'ai trouvé des gens qui s'y sont rendus et je me suis inspiré de leurs photos de l'église Saint-Georges et j'ai un peu mélangé aussi avec d'autres églises. Mais c'est vrai que c'est un spectacle absolument incroyable. Et on a vraiment voulu profiter de cet endroit pour créer la scène finale du tome 1 et également le début du tome 2. Dans cette bande dessinée, selon les scénarios de Julie Birman, Clément, des personnages sont inspirés d'Agatha Christie et de son deuxième mari, Max Mallowan, et ils sont les principaux, René et John, et d'autres de Wilfred Thesiger, Henri de Montfred et Calouste Gulbenkian. Vous avez également profité des caractéristiques physiques de ce personnage réel dans l'histoire. Avez-vous mis du temps à créer ces personnages? Alors, concernant la création des personnages, je me suis effectivement inspiré de certaines caractéristiques physiques, mais pas toutes. Donc évidemment, Henri de Frick et Henri de Montfred sont assez voisins, mais par exemple Agatha Christie, beaucoup moins, hein, parce que Agatha Christie ne ressemblait pas du tout à René Stone. Et pour René Stone, je me suis inspiré d'un mannequin de Jacques Lartigue, qui était un photographe du début du siècle, enfin, qui a vécu tout le XXe siècle, et qui s'appelait Renée Perle, qui était une femme avec une beauté que j'ai trouvée assez spectaculaire. Et voilà, donc j'avais envie d'avoir une héroïne avec un visage très caractéristique et qui soit originale, qui ne soit pas trop un archétype d'héroïne, puisque c'est vraiment l'héroïne, c'est elle qui donne son nom à la série, et qu'on retrouvera encore dans plein d'autres tomes. Voilà, quant à Mallowan, donc effectivement qui s'inspire du deuxième mari d'Agatha Christie, qui s'appelait Max Mallowan et qui était archéologue. Et donc lui, alors je lui ai quand même donné un petit coup de jeune parce que c'était un monsieur qui était beaucoup plus bonhomme, un petit peu plus enveloppé et qui n'avait pas ce côté plus fin. Et surtout dans notre histoire, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que John Mallowan est métis de deuxième génération, donc sa grand-mère est éthiopienne.
Et donc il est très lié à l'Éthiopie et c'est aussi comme ça que l'histoire commence. Et donc voilà, j'aime bien qu'on va découvrir la vie de son père en détail dans le tome 2. Et donc ça, pour moi c'était important que ce soit pas juste des Anglais qui se baladent en Éthiopie et que ce soit plus englobant comme récit. Et je voulais vous féliciter, Clément, car vous avez fini les premiers tomes d'une aventure de René Stone, Meurtre en Abyssinie, en utilisant un certain angle pour la scène finale. Et vous avez repris l'histoire dans le tome 2, Les pièges de la mer Rouge, montrant les mêmes images d'un autre point de vue. Je tiens à vous dire que j'ai trouvé cela superbement original. Comment est née cette belle idée, Clément? Oui, donc dans le tome 1 se termine par une scène de suspense, puisque tous les héros sont dans l'église de la Libella. Ils sont tous en chaussettes, puisque c'est un endroit sacré, et ils ont dû enlever leurs chaussures pour pénétrer dans ce lieu saint. Et c'est un lieu dans lequel se trouve une tablette qui recherche, et ils se trouvent confrontés à leurs ennemis, vraiment dans une scène de western, mais dans une scène de western en chaussettes, ce qui fait un petit décalage que j'ai trouvé assez amusant. Et voilà, et donc ça se termine là-dessus, il y a des coups de feu, on ne sait pas exactement ce qui se passe, il y a des gens qui s'enfuient, et puis ça s'arrête de manière un petit peu abrupte. Et donc dans le tome 2, on reprend cette scène, et on la voit sous un autre angle. Donc ça c'est un petit peu tarantinesque. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais néanmoins c'est très intéressant de reprendre. Du coup ça fait un début de volume qui reprend sur une scène d'action directement. Et donc on a enfin la suite de la scène, on sait ce qui s'est passé et on peut reprendre le cours de l'histoire. On s'est amusé à faire ce début un petit peu abrupt et on a essayé en même temps de faire en sorte qu'on puisse comprendre si on n'a pas lu le tome 1. Clément, nous avons échangé avant l'interview et vous avez montré beaucoup d'enthousiasme, notamment pour le deuxième tome de René Stone, Les pièges de la mer Rouge. Pourquoi cette prédilection pour cette aventure précisément? Oui, je suis enthousiaste parce que voilà, je me suis beaucoup amusé, j'ai vraiment eu un vrai plaisir de mise en scène dans cet album. Enfin, ce que j'essaie, c'est de jamais refaire toujours exactement la même chose. Donc là, j'ai vraiment travaillé le dessin à la plume. Et dans le premier volume, c'était un petit peu un hommage à Pratt. Et Pratt, c'est très difficile parce que c'est très simple. Et il n'y a rien de plus difficile que le trait très synthétique avec simplement une ombre noire. Et donc là, je me suis laissé un peu plus de liberté. Et je suis rentré un petit peu plus dans les détails et voilà, ça me correspond davantage pour ce qui concerne le dessin. Mais j'ai vraiment énormément de plaisir à dessiner cette série qui, j'en suis sûr, va encore continuer longtemps. Je pense que Julie est assez motivée. Clément, votre trait est absolument expressif. Toutes nos félicitations. Cela transmet beaucoup d'émotions. Pendant la première interview sur Aya, nous avons parlé de la ligne claire que Hergé a popularisée avec Tintin. Et vous m'avez dit que votre style est celui de la ligne trouble. Avez-vous toujours dessiné comme ça, avec un trait plus dépouillé? Concernant le trait, qui était effectivement trouble, je trouve qu'on avait trouvé la bonne définition. Là, c'est aussi différent puisque l'utilisation du pinceau change complètement le geste. Ça change aussi la manière de tenir le pinceau, le stylo, quoi. Et donc, ça change tout et c'est ça qui est bien. Et voilà, donc là, on n'est plus exactement dans ce trouble que je retrouve un petit peu parfois quand j'utilise des pinceaux très abîmés, mais plutôt dans quelque chose de plus synthétique, même si c'est pas encore du Pratt. Comment pensez-vous, Clément, que les lecteurs de Blake et Mortimer réagissent à une aventure de René Stone parce qu'on retrouve dans cette bande dessinée, comme dans le travail d'Edgar Pierre Jacotch, beaucoup d'aventures et d'archéologie. Êtes-vous un admirateur de Blake et Mortimer? Alors, j'ai beaucoup aimé
Blake et Mortimer, je l'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Moins maintenant, à part celui de Scoyton, qui a l'air absolument superbe, que j'ai pas encore lu. Mais sinon, je m'intéresse pas tellement aux séries qui continuent sans leurs auteurs. Je considère que c'est pas très intéressant de copier avec plus ou moins de réussite des séries en essayant de conserver le même style. Voilà. Autant je trouve ça intéressant quand Émile Bravo fait son Spirou, et là il est très différent. Et c'est le Spirou d'Émile Bravo. Les Blake et Mortimer qui essayent d'imiter Blake et Mortimer ne m'intéressent pas. Mais oui, j'étais très marqué, pas tellement par la marque jaune, en tout cas j'ai été très marqué par Blake et Mortimer, effectivement, même si je n'ai jamais lu tout ce qu'il y avait dans toutes les cases, tous les commentaires, j'avoue, et surtout tous les articles de journaux, j'avoue que je les ai sautés, donc je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais néanmoins, il y a vraiment une vie absolument remarquable avec une grande simplicité et un très beau travail sur les couleurs. Donc oui, j'aime beaucoup cette série dans sa version originale. Que dire, Clément, du troisième tome encore inédit d'une aventure de René Stone, Les Trésors d'Assurbanipal? Le troisième tome, eh bien, ce sera la conclusion, la conclusion de la trilogie. On va avancer par série de 3. Et donc, dans le troisième volume, tout va se dénouer. Il y a différents groupes de personnages, et donc, ils sont tous à la recherche du trésor d'Assurbanipal. Alors, il y a deux questions, c'est où se trouve le trésor et qu'est le trésor d'Assurbanipal. Et ça, on va le savoir. Et en même temps, on va découvrir les origines des forages pétroliers. Voilà, ça va faire allusion à Laurence d'Arabie. Encore une fois, on va s'inscrire dans un contexte historique réel. Et en même temps, on va visiter Ninive, qui est la ville mésopotamienne somptueuse qui a été réellement fouillée par le vrai Max Mallowan. Voilà, donc ça va être le dénouement. Et ensuite, on prépare une deuxième trilogie où nos héros vont se retrouver en Inde. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Clément Oubréry, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, la deuxième pour Eurocomics. Je tiens à vous dire que notre chaîne Eurocomics a adoré la série. On espère qu'elle sera publiée ici, mais en attendant, les lecteurs brésiliens qui ne lisent pas le français, mais qui lisent l'anglais, peut acheter la version numérique de 2 tomes de la série dans cette langue sur le site internet d'Europe Comics. Europe Comics. Suivez-vous la parution, la publication de ces éditions en langue anglaise? Alors j'avoue que je n'ai pas suivi la version anglaise pour l'instant. Et d'ailleurs, j'avoue que je n'étais pas au courant qu'il y avait une version numérique anglaise. Et donc je vais me renseigner sur ce point, et merci beaucoup pour cette information. Et voilà, donc comme je parle anglais couramment, je vais vérifier, voir s'il n'y a pas d'erreur. Non, mais je leur fais assez confiance, je pense que ça va bien se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir accordé cette interview, Clément. Nous espérons vous revoir prochainement ici. Voilà, merci beaucoup. Désolé pour la connexion qui est complètement pourrie. Je suis sur l'île de Léron, qui est une île perdue au milieu de l'Atlantique. Et Internet passe très très mal. Merci beaucoup et à très bientôt.